Bonjour à tous. Aujourd'hui, au menu, une petite vidéo uchronique. Je sais, je suis dans l'Uchronie dernièrement, avec pour thème l'Uruguay et son fabuleux destin. Enfin, ce qui a failli être un fabuleux destin. Nous y reviendrons plus tard. Je vous avoue que cette vidéo est totalement imprévue. Pour l'anecdote, je m'aventurais dans les méandres d'internet et je décidais de parfaire mes connaissances de l'Amérique latine. Un ami m'avait parlé il y a fort longtemps d'un pays d'Amérique du Sud qui avait perdu un bon morceau de territoire dans son passé et il me semblait que c'était le Paraguay ou l'Uruguay. Ainsi donc, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai exploré l'histoire et dans mon périple, j'ai fait une découverte extraordinaire par rapport à l'Uruguay. En francophonie, la France. C'est cette histoire que je propose de vous conter. Mais avant, une petite mise en bouche historique s'impose. C'est parti. Nous sommes en 1825. L'aventure napoléonienne est terminée depuis déjà 10 ans. Napoléon Bonaparte est mort quelques années avant, en 1821. La restauration a lieu, c'est-à-dire qu'on restaure la monarchie, mais attention, il s'agit cette fois d'une monarchie constitutionnelle. En d'autres termes, le roi des pouvoirs, mais plus restreint que sous l'Ancien Régime. Je ne vais pas vous les détailler, car on ne va pas se mentir, vous vous en foutez royalement. Quel trait d'esprit. Louis XVIII est mort en 1824. C'est donc Charles X qui accède au trône. Il doit faire face à de nouveaux défis, dont l'un est de moderniser l'économie française. En effet, les Anglais ont connu leur révolution industrielle et la France est en retard sur le plan économique. Notre souverain a également des ambitions et veut redonner du prestige à la France. Il décidera de mettre un terme au barbaresque. Et oui, à cette époque, nous sommes en 1825, les villes du littoral maghrébin sont des places de piraterie et de marchandage d'esclaves. Les navires en provenance d'Alger effectuent des raids sur les côtes méditerranéennes et réduisent en esclavage les populations capturées. On dénombre entre 1 million et 1 250 000 Européens capturés et réduits en esclavage sur une grande période historique. Quel rapport avec l'Uruguay, me direz-vous? Patience, on y arrive. Ainsi donc, Charles X décide, par l'intermédiaire du président du Conseil, le prince de Polignac, d'ordonner l'expédition d'Alger qui aura lieu en mai 1830. La ville est prise, rapidement. Et pour schématiser, on va progressivement conquérir le territoire de l'Algérie actuelle, puis le coloniser. La France, contrairement à nos voisins européens, n'est pas une terre d'émigration. Le français n'émigre pas, ou plutôt peu. Pourtant, il existe une exception dont vous n'avez jamais entendu parler. Cette exception, c'est l'Uruguay. Dingue, non? Je vous sens frétiller d'impatience. On y est. Primo, l'Uruguay, où est-ce? Le pays se situe au sud de l'Amérique du Sud. Autrement dit, au sud de l'Amérique latine. L'Uruguay prend place entre l'Argentine et le Brésil, ses deux grands voisins. Pour comprendre de quoi nous parlons, plongeons un peu dans l'histoire. Le territoire uruguayen est l'objet de lutte entre la future Argentine, qui est une création-possession de l'Espagne, et l'Empire brésilien, création et possession du Portugal. Vous aurez compris que je simplifie pour vulgariser cet épisode historique. Ainsi, les Espagnols augmentent leur présence pour limiter l'expansion portugaise. Pour ce faire, le colonel-capitaine espagnol Bruno Mauricio de Zabala fonde Montevideo en 1726, qui sera la future capitale de l'Uruguay, et les Espagnols colonisent la banda orientale à l'est du fleuve Uruguay. L'idée est d'établir l'autorité de l'Espagne sur la région. Les invasions britanniques du Rio de la Plata en 1806-1807 se soldent par une défaite humiliante du Royaume-Uni. Ça me fait du bien de vous en parler. Se distingueront notamment le commandant Jacques de Ligné, militaire d'origine française. Dès 1810, la guerre d'indépendance commence en Argentine sous le nom de Révolution de mai. C'est à partir de 1811 que débute le processus révolutionnaire de l'Uruguay. Les indépendantistes sont menés par le dénommé José Gervasio Artigas et ne vont pas hésiter à attaquer l'armée espagnole, puis à encercler Montevideo. L'Espagne et le Portugal signent un accord grâce auquel un contingent portugais vient en renfort aux Espagnols. Ainsi, les deux armées vont reprendre le dessus sur les troupes indépendantistes composées de paysans révolutionnaires. Ces dernières subissent de nombreuses défaites. Artigas fuit le pays et le Portugal annexe l'Uruguay en l'intégrant au Brésil en 1821 sous le nom de Provincia Cisplatina. Un nouveau leader, Juan Antonio Lavarleja, mène des révoltes entre 1821 et 1823, sans effet notable. Qu'importe, le processus révolutionnaire est lancé et il est inexorable. Nouvelle tentative de soulèvement en 1825, l'armée brésilienne recule et part. L'Uruguay déclare enfin son indépendance. Nous sommes autour de l'an 1825 et l'Uruguay souhaite rejoindre l'Argentine en tant que membre fédéré régional
un peu comme un État fédéré des États-Unis, pour vous donner une référence. L'Argentine accepte, nous sommes à la fin de l'année 1825. Vous pensiez que l'histoire s'arrêterait là et que nous, Uruguayens, seraient enfin tranquilles. Et non, la décision de rejoindre l'Argentine déclenche une guerre avec le Brésil et se soldera par l'indépendance de l'Uruguay en 1828. Pourquoi donc ? En 1828, après 3 années de guerre, on est dans une impasse. D'un côté, la flotte argentine est détruite et le blocus que subit Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, a des conséquences économiques catastrophiques. De l'autre, la situation militaire au sol ne penche pas en faveur ni des Brésiliens ni des Argentins. La population est lasse de la guerre, on penche vers une paix négociée. Pour faire court et simple, la création d'un État indépendant et donc l'indépendance de l'Uruguay est la solution la plus acceptable pour les deux pays. Le traité de Rio de Janeiro est signé entre le Brésil et l'ancienne Argentine, nommée à l'époque les Provinces Unies du Rio de la Plata le 27 août 1828. La République orientale de l'Uruguay voit le jour. Le pays se dote de sa première constitution en 1830. À cette date, l'Uruguay compte 74 000 habitants, ce qui est très peu. Le roi de France n'est plus Charles X, mais Louis-Philippe, arrivé au pouvoir après la Révolution de juillet en 1830. Il reconnaît l'indépendance de l'Uruguay, ce qui va favoriser l'immigration française. De nombreux immigrants français et européens, déjà installés en Argentine, notamment à Buenos Aires, se voient spolier et confisquer leurs biens par le gouvernement argentin, car la France de Louis-Philippe refuse de reconnaître ce dernier. Cette décision, soutenue par les Britanniques, entraîne l'installation d'une majorité de Français présents en Argentine en Uruguay. En riposte au gouvernement argentin, Louis-Philippe s'est allié à l'Uruguay et met en place un blocus de Buenos Aires, ce qui a notamment pour effet d'empêcher toute entrée de migrants dans la ville et par ricochet désigne l'Uruguay comme destination phare en Amérique du Sud. C'est dans ce contexte que le phénomène migratoire à destination de l'Uruguay est qualifié le temps des Français. Si l'on ne connaît pas le nombre exact de Français présents en Uruguay en 1830, dans la période 1837-1842, d'après l'historien Jacques Dupré, ils sont 18 000 pour une population totale d'environ 130 000-140 000 habitants, ce qui est conséquent, environ 15% de la population dans un pays en plein développement. En Montevideo, la capitale de l'Uruguay, pour 34 000 habitants en 1840, 26 000 sont des étrangers et 13 000 sont français, soit presque 40% de la population. À titre de comparaison, les Français présents au Brésil sont estimés à 25 000 âmes pour plus de 5 millions d'habitants en 1845. En Argentine, on comptera environ 25 000 Français vers 1845 pour quasiment 1 100 000 habitants. Qui sont ces immigrés français ? Ils viennent principalement du Pays Basque et du Béarn, pour 80% d'entre eux, un peu d'Ariège, 2%, et du Gers, à peu près l'équivalent, le reste de la région. Il apparaît que le début de l'émigration pyrénéenne vers l'Uruguay prend ses racines dans la commune de Vic-Bigorre. Les historiens, ayant creusé la question, pensent que la publicité des agences d'émigration du territoire a largement contribué au développement du phénomène migratoire à destination de l'Uruguay. La prospection et la publicité auraient continué ensuite dans l'ensemble du département, puis dans la région, ce qui aurait permis d'amorcer une vague d'émigration de deuxième génération au fil du 19e siècle. Elle est aussi motivée par la pauvreté, la solidarité familiale ou villageoise. On sait aujourd'hui que la plupart des candidats étaient des éleveurs, des artisans ruraux, des boulangers, charpentiers, laitiers, cordonniers, lesquels ont travaillé et transmis leur savoir-faire dans leur nouveau pays. Revenons-en à nos moutons et au titre de la vidéo. Maintenant que nous avons vu que la communauté française en Uruguay représentait à son apogée 15% de la population totale de l'Uruguay et jusqu'à 40% de la population de la capitale Montevideo, la question qui vous brûle les lèvres, à laquelle vous souhaitez par-dessus tout que je réponde, est la suivante. L'Uruguay aurait-il pu devenir français ? Je vais y répondre rapidement et expliquer pourquoi. Théoriquement, oui. Concrètement, ça paraît peu probable. En théorie, l'Uruguay étant un pays peu peuplé, il aurait été possible pour les différents gouvernements français qui se succédèrent, à condition d'en avoir la volonté, d'orienter l'immigration des Français vers ce territoire et de la prioriser par rapport à l'Algérie. L'idée est la suivante, disposer d'une province ou d'un État tête de pont francophone en Amérique du Sud, quel en serait l'intérêt ? Avoir de nouveaux débouchés sûrs pour les entrepreneurs et industriels français, accroître l'influence de la France en Amérique du Sud et par extension dans le monde. Démographiquement, il paraît possible d'envoyer, sur plusieurs décennies, quelques dizaines de milliers d'immigrés français, pour à minima dominer démographiquement le pays. Je vous rappelle que l'Uruguay ne compte que 130 000 habitants en 1850. Atteindre les 50-60% de la population ne paraît pas irréalisable en théorie. En pratique,
l'objectif est beaucoup moins atteignable. Premièrement, la France des années 1820 à 1880 traverse d'autres problématiques bien plus importantes que de s'occuper d'une tentative de colonisation d'un territoire en Amérique du Sud. Il y avait d'autres impératifs. Stabiliser le régime en cours, vu que ceci change fréquemment. La France est de nouveau une monarchie constitutionnelle de 1815 à 1830. Suite à la révolution de juillet de 1830, Louis-Philippe devient le nouveau roi jusqu'en 1848. Nouvelle révolution, la Deuxième République est proclamée, Louis-Napoléon Bonaparte devient le président de la République, puis il exécute un coup d'État en 1851 et instaure son régime politique, l'Empire, lequel tiendra jusqu'à la défaite de 1870. Je vous illustre de fait qu'avec une telle instabilité, il est très compliqué de mener une politique de long terme. Il aurait fallu que l'ensemble des décideurs partagent une vision commune au sujet de la colonisation de ce territoire, ce qui n'était pas le cas. En plus, la priorité de peuplement du moment est l'Algérie, vu qu'elle est progressivement conquise à partir de 1830. Qui plus est, les Français sont avant tout un peuple de paysans et n'immigrent que peu, difficile de les inciter à partir. Ce problème sera constaté lorsqu'il s'agira de peupler l'Algérie. Je n'évoque même pas la démographie française, alors que les pays européens voient leur population fortement augmenter au cours du 19e siècle, la France a déjà connu sa transition démographique et sa population n'augmente que peu, ce qui n'incite pas à l'émigration. Qu'en est-il de l'Uruguay aujourd'hui? Le pays compte 3,5 millions d'habitants et il est peuplé à 88% de descendants d'Européens. Il est le plus riche d'Amérique latine, si on regarde la richesse par habitant, ce qu'on appelle le PIB par habitant. L'apport culturel français est de première importance, vu que le français était encore la première langue étrangère d'apprentissage obligatoire jusqu'à une époque non lointaine. De nombreux édifices, places, églises ont été dessinés et construites par les architectes et paysagistes français. L'influence culturelle française vient des immigrés qui se sont installés dans le pays et de l'attrait des hommes politiques, bourgeois, intellectuels, uruguayens pour la culture française. C'est l'heure de la page réclame. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail accompli. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.